Bonjour tout le monde, Marc Schreiber, ici de MS10 Performance et ici au nom des Alouettes de Montréal. Et dans le cadre de la semaine Célébrons la Coupe Grey, on sait que présentement, ça aurait été dans un monde normal la semaine officielle de la Coupe Grey. Et donc, les 9 équipes de la Ligue canadienne de football ont choisi d'organiser une série d'événements durant la semaine pour célébrer cette semaine-là. Et évidemment, du côté des Alouettes de Montréal, on fait la même chose. Et vous êtes ici dans le cadre de ce qu'on a appelé la clinique des Alouettes de Montréal, la clinique des coachs. Et donc, ils ont choisi d'offrir quelque chose, un événement de rassemblement pour l'ensemble des entraîneurs de football au Québec. Plusieurs invités qui sont avec nous. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'on vous en fait un petit montage rapide pour vous présenter un peu essentiellement ce qui a eu lieu lors du 5 à 7 des Alouettes et des coachs des Alouettes mercredi le 18 novembre. Alors, sans plus tarder, je vous invite à suivre les quelques échanges suivants. Merci. Bon plaisir. Ça, c'est la réalité qu'on voit partout. Et donc, j'aurais le goût d'aller du côté des joueurs. Donc, même si, supposons qu'on avait été, durant la semaine, hein, on aurait été à la Coupe Grey cette année, Danny. Si absolument, sans question. Et donc, est-ce qu'on garde quand même contact de façon régulière avec les joueurs? Si oui, on a-t-il l'intention de poursuivre durant l'hiver? Bien, écoute, moi, je garde en contact avec plusieurs. C'est difficile de garder en contact avec... on avait à un moment donné presque 90 joueurs sous contrat. On a actuellement une trentaine qui ont un contrat pour 2021. Le reste, c'est sûr qu'on leur parle. On parle de nos projets, où on s'en va comme ligue, où on s'en va comme équipe. Avec les changements qu'on va vivre dans les prochains jours concernant notre staff d'entraîneur, on parle d'identité à l'attaque, en défense, aux unités spéciales. Okay. Puis je pense qu'il va y avoir probablement une autre réalité concernant le plafond salarial. Tout ce que nous, on vient juste de vivre sur le côté administratif, on va le vivre sur le côté joueur. Puis c'est très important que je les mette au courant, puis comment on peut négocier des contrats, puis de voir si on peut continuer de les avoir dans notre entourage, puis ils vont faire partie de l'édition 2021 des Alouettes. Est-ce que, Danny, comme on a vu un peu à gauche et à droite dans les différents médias, est-ce qu'il y a quand même ce risque-là sur le bassin de joueurs au total qui, normalement, serait avec nous dans la Ligue canadienne puis qui serait peut-être avec nous l'année prochaine? Est-ce qu'il y en a qui pensent à changer carrément de carrière avec ce qui se produit présentement? Oh, il va y avoir un pourcentage. Je pense qu'il va y avoir un petit pourcentage, peut-être un 5 à 10 %. Mais les joueurs que moi, je parle avec, même avec l'aspect financier qui s'en vient, qui va être complètement différent de ce qu'ils ont vécu dans le passé, de revenir et de continuer de jouer. Puis ils ont hâte de prendre le terrain en 2021. Mais est-ce qu'il va y en avoir quelques-uns qui vont prendre la décision que leur carrière est terminée, puis il y a d'autres choses qui les attendent, c'est sûr et certain. Oui, je comprends. Et donc, la prochaine question, c'est que, évidemment, à chaque année, quand la saison se termine, on commence à se préparer pour la prochaine. Et qui dit prochaine saison, on pense à repêchage, on regarde ce qui s'est passé dans les circuits universitaires. Il n'y en a pas eu. Et donc, quelles sont un peu vos intentions par rapport à ça? Est-ce qu'il va y avoir, premièrement, Danny, un repêchage en bonne et due forme quelque part au printemps prochain? Oui, alors les nouvelles que je peux partager avec tout le monde, c'est que oui, il va y avoir un repêchage en 2021, mais à place que ça va être un repêchage qui va durer 6 rondes, pas 8. OK. Alors ça va faire partie de la QV 2021. Notre plus grand défi, nous, comme staff ici, puis nos dépisteurs, c'est qu'il faut faire référence à des joueurs qui jouent au Canada. Il faut faire référence à des films, à des matchs qui, eux, ils ont joué en 2019. OK. Par contre, il y a des joueurs qui jouent aux États-Unis actuellement, que ce soit à Syracuse ou à Iowa ou oui. aux États-Unis. Eux, par contre, ils sont en train de jouer. Alors, c'est très important qu'on ait accès à ces films-là. Alors, c'est tout un défi qu'on a devant nous. On est conscient qu'il va y avoir 2 QV qui vont faire partie du même camp d'entraînement. Ça veut dire la QV de 2020 et celui-là de 2021 vont aller au même, où ça va être leur premier camp d'entraînement professionnel en 2021.
Alors, ça fait partie de notre réalité. Alors, c'est très important qu'on est capable d'aller chercher l'information que nous, on a besoin d'avoir pour bien sélectionner les qui Préparé. vont être disponibles pour le repêchage de 2021. OK. Et donc, tu sais, on le mentionnait avant qu'on débute officiellement, là, tantôt le 5 à 7, il y avait une conversation entre toi et tes adjoints, puis vous n'avez pas arrêté constamment de vous ajuster. Et d'ailleurs, tout le monde le fait. À tous les 2, 3 jours, à chaque semaine, on nous apprend quelqu'un de nouveau, quelque chose de nouveau du côté de la santé publique. Mais supposons qu'après le temps des fêtes, au milieu de l'hiver, il y a certaines ouvertures à pouvoir faire des choses. Est-ce qu'on pourrait même innover et dire, ben, on organise quelques combines à la grandeur du pays, puis on va permettre aux joueurs de venir faire des 1 contre 1, je ne sais pas. Est-ce qu'on est ouvert à thinking outside the box? Oui, absolument. On prépare, écoute, on a déjà un calendrier, nous, concernant des combines, que ce soit à Montréal. Je sais qu'on a le droit d'avoir 10 camps aux États-Unis, des camps on appelle ça des camps de joueurs autonomes. Alors, on est en train d'être stratégique où on veut avoir ces camps, pendant quelle période de l'année. C'est sûr qu'on va en avoir quelques-uns à Montréal. On parle du camp d'évaluation qui est d'habitude national qui se fait à Toronto fin mars. Alors, c'est toutes des choses qui sont en prévision, mais est-ce que les dates peuvent changer dépendamment de qu'est-ce qui se passe avec la pandémie? C'est sûr qu'il va y avoir probablement une date ou deux qu'on va être obligé de bouger, mais on a un plan déjà en place pour les prochains, honnêtement, pour les prochains 6 mois. Alors, j'espère qu'on va être capable de l'exécuter à la lettre en sachant que peut-être il va y avoir quelques modifications. Danny, quand on pense à un off-season, this is like a crazy off-season. Si on Oui. recule au dernier match que les joueurs ont joué, il faut retourner en automne 2019. On n'aura pas joué en automne 2020. On parle d'une saison potentielle et on l'espère, des belles nouvelles en tout cas. Les gens, on sent un positivisme cette semaine là, de la part de votre président, et ainsi de suite, et même de la part du commissaire de la Ligue. Et donc, on souhaite que les choses se placent une saison l'année prochaine. Il reste que ça aurait été, je ne sais pas, mais une année et demie sans jouer collectivement au football, sans contact, sans. Et donc, est-ce qu'on se prépare différemment dans ce temps-là? Comment on prépare la prochaine saison, Danny, même si on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être? Mais ça se fait en équipe. Ça se fait avec les entraîneurs, ça se fait avec les dépisteurs, ça se fait avec une équipe médicale, ça se fait avec le préparateur physique. Parce que la réalité, c'est que justement, ça fait 18 mois qu'on n'a pas joué. Alors, c'est pas tout à fait quelque chose qui est unique dans le sens Non. pour nous, dans le sens que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé. Alors, ça va être complètement différent. Alors, comment est-ce qu'on va se préparer pendant la saison morte? Comment est-ce qu'on va approcher le camp d'entraînement? Comment on va pratiquer? Combien de fois est-ce qu'on va porter les épaulettes puis le casque épaulettes? C'est toutes des choses qu'on va en parler en détail avec tout le monde que j'ai identifié. Puis tout ce monde-là va avoir une voix. Puis cette voix-là, on va l'écouter, puis on va mettre un plan en place que nous, on pense qu'on va être capable d'exécuter, puis on va toujours prendre la santé des joueurs comme la chose la plus importante avant quoi que ce soit qu'on va faire sur le terrain. Alors, on va le travailler tous ensemble en espérant qu'on va avoir un plan qu'on va être capable de l'exécuter puis de garder nos joueurs en forme, en santé, puis de les préparer que physiquement puis mentalement, ils vont être capables de compétitionner quand on s'en va au camp, puis les matchs en concours, puis la saison régulière. Danny, moi j'ai eu la chance de travailler avec toi. Tu es quelqu'un d'hyper organisé, qui aime ça prévoir les choses. Ça doit quand même être difficile. J'ai eu une conversation aussi dernièrement avec André qui disait, c'est pas drôle, à un certain moment donné, avant qu'on sache qu'il n'y ait pas de saison, à chaque semaine, on refaisait des nouveaux plans. C'est difficile de planifier sans connaître quand est-ce que les choses vont se faire. How do you deal with that? Toi, personnellement, ça doit être difficile. Mais c'est sûr que c'est difficile parce qu'on parle du repêchage, on parle du repêchage global, des joueurs qui viennent de l'Europe. Comment est-ce qu'on va être capable de les accueillir ici à Montréal? Là? On parle aussi des entraîneurs, on parle des dépisteurs, on parle
de tout ce qui se passe aux États-Unis concernant la liste de négociations, qui on veut protéger, qui on veut avoir la chance de mettre sur notre liste de négociations en espérant qu'il peut signer un contrat, puis un jour, il peut jouer pour les Alouettes. Puis le plafond salarial, ça, c'est quelque chose qui a une tendance de changer d'un an à l'autre, puis je pense qu'on va vivre de nouveau cette année. Alors, c'est des choses qui... Tu sais, c'est comme un genre de moving target, si je peux me permettre de le dire en anglais, mais l'autre réalité, c'est que ça nous donne aussi une chance de continuer de se réinventer. Je pense que avec tout ce qu'on est en train de vivre, ça nous donne une chance de se réinventer puis de s'améliorer puis de s'entourer avec du monde que nous, on pense que des fois on a des limites, on a des faiblesses en nous, de s'entourer avec du monde qui ont ces forces-là, puis de s'asseoir puis d'aller chercher des solutions avec tout ce bon monde. Tu mentionnais tantôt que tu avais au moins 30 joueurs qui sont encore sous contrat. Et là-dedans, j'imagine que tu as des joueurs que tu vois comme étant clés. On a cru comprendre cet automne qu'on avait perdu notre carrière, puis il est de retour. Il fait partie de tes 30 personnes? Oui, Vernon est de retour. Il y a un contrat pour les 2 prochaines années. Je pense qu'on a un bon noyau. Mais la réalité, Marc, c'est que nous, oui, on a une trentaine de joueurs qui sont sous contrat, mais la moyenne, pendant qu'on se parle, 65% des joueurs dans la Ligue canadienne vont être des joueurs autonomes le 15 février. Wow! Alors, le marché va être fou, il va être complètement fou. Puis, on ne connaît pas encore ça va être quoi le plafond pour ces joueurs. Alors, comme j'ai dit, je pense qu'il va y avoir un ajustement dans le marché. Puis là, il faut identifier notre noyau, c'est quoi les pièces qu'on a besoin pour ajouter à notre noyau. C'est pas seulement les pièces, mais d'aller chercher de la profondeur aussi, en gardant le ratio en place, de respecter le plafond salarial. Puis de bien dépêcher des joueurs qui peuvent avoir un impact assez vite, mais ils sont aussi notre avenir. Alors, comme j'ai dit, il y a du travail à faire, mais je suis tellement chanceux de faire partie avec une équipe qui sont bien qualifiés, bien préparés, puis qui sont bien motivés. Puis je suis convaincu qu'on va avoir du succès, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain. Tantôt, je te mentionnais, Danny, autant une des qualités que j'ai vues chez toi, c'est la grande préparation minutieuse, organisée que tu pouvais faire à l'avance, mais également quand c'est game day. Game day, c'est adjustments. Et c'est plein d'être capable de voir une page blanche et de prendre des décisions rapides en fonction de ce qui a changé. Donc, la page blanche, elle est gigantesque dans ce cas-ci. Je pense que les Alouettes sont en de bonnes mains parce qu'on a quelqu'un qui est capable de bien se préparer et bien s'ajuster. Danny, je te dis un grand merci d'avoir accepté, premièrement, de faire une mise en table pour le 5 à 7 des Alouettes aujourd'hui. Un gros merci, Mac, et tu sais que je t'apprécie énormément. Très gentil. Danny Machiocha, DG des Alouettes, un grand merci de ta présence. Et maintenant, écoutez, ce que je vais vous demander aux gens parce qu'il y a encore des gens qui ont augmenté, la liste dépasse maintenant les 60 personnes qui viennent de joindre à nous. Je vous demanderai si c'est possible. Merci d'avoir dit un petit bonjour rapide. Tantôt, il y a même Russ Lemke, au moment qu'on a commencé, qui a écrit « Kick-off ». Bien sûr, on parle avec des gens de football. Pourriez-vous maintenant nous mettre dans la boîte de chat, le temps que je prépare la venue de notre deuxième invité? Écrivez-nous pour quel programme de foot vous coachez. Juste tapez le nom de votre programme de foot, ça va être intéressant de voir les différents niveaux, les différentes régions de la province qui se connectent avec nous présentement. Alors, un grand merci, Danny. Et donc, je vous présente maintenant notre horaire au menu de notre 5 à 7. On va passer maintenant au médecin de l'équipe qui va venir nous parler un petit peu de sa perspective et de son expertise face à la situation actuelle. On a préparé quelques questions avec lui. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir M. Dr. Vincent Lacroix. Bonjour. Bonjour, Marc, ça va bien? Oui, ça fonctionne bien cette fois-ci. On s'entend bien tous les deux. Good. Super. La première question que je voudrais mettre sur la table, elle est un peu personnelle, ça fait plusieurs années que vous vous occupez puis vous faites partie de l'Organisation des Alouettes de Montréal. Ça fait combien d'années, Dr. Lacroix? Ça fait 24 ans, ça va faire 25 ans l'année prochaine, mais on va en avoir sauté une. Ça va être comme pendant la guerre, quand on mettait au tableau que les gens ne s'étaient pas présentés à cause de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, là, ça va être la COVID-19.
Bien dit. 24-25 ans, de tous les gens qui sont sur le staff, là, je pense qu'il faut penser style à Annie Larouche, qui ne fait pas aussi longtemps que vous qui est là. Peut-être Danny, parce qu'il était là au début aussi, là, quand les Alouettes sont venus, mais vous êtes probablement celui qui a la plus longue longévité. Il y a juste le stade qui est plus vieux que moi. Hey, merci, c'est intéressant de voir d'où sont les coachs de différents niveaux d'un peu partout au Québec. Merci d'être avec nous. Docteur Lacroix, on n'a pas le choix. On va servir du fait que vous avez l'expertise médicale. La première question que je voudrais mettre sur la table, c'est avec la réalité de la pandémie actuelle, avez-vous quand même le temps ou est-ce que vous faites du temps pour suivre un peu, comme vous le feriez normalement, les athlètes qui font partie de l'équipe? Il est évident que plusieurs de nos athlètes ne sont pas en ce moment en ville. Je réussis à avoir quelques-uns qui ont besoin de nos services, ceux qui habitent à Montréal en ce moment. OK. Parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui habitent Montréal à l'année longue. Donc, ces gens-là sont plus en contact avec moi plus facilement. Ceux qui sont à l'extérieur de la ville, aux États-Unis, qui ont besoin d'accès médical, le font souvent dans leurs institutions universitaires précédentes. C'est-à-dire, souvent, ils retournent dans leur patelin, ils retournent chez eux. Ils ont des contacts soit avec des thérapeutes sportifs là-bas ou des médecins. Et ils me demandent souvent ou parfois là, de faire le pont avec eux s'ils ont besoin de soins. Mais jusqu'à maintenant, je vous dirais que les choses ont été plutôt tranquilles de la part de nos joueurs américains qui sont chez eux dans des situations qui sont probablement un petit peu plus complexes que les nôtres en ce moment quand on regarde les chiffres reliés au cas de coronavirus qui sont décelés régulièrement là-bas comparé au Canada. Mais donc, effectivement, notre contact avec eux reste souvent à travers le téléphone ou avec les messages texto ou les messages courriels. Et donc, étant donné qu'eux, selon leur réalité, peuvent avoir accès à des médecins locaux, surtout des fois, comme vous savez très bien, les médecins du passé, les 4-5 ans qui ont joué universitaire, est-ce que ça peut arriver des fois que vous allez avoir, vous ou les gens avec qui vous travaillez aux Alouettes, des contacts avec ces équipes médicales-là, au besoin, s'il y a un cas particulier? Ou... Ben absolument, on va rester en contact souvent avec, je vous dirais, les thérapeutes, surtout là-bas, parce que souvent, l'athlète est porté à retourner voir son physiothérapeute, puis il va demander de se faire traiter pour une blessure à une épaule ou à un genou qui peut-être l'incommode pendant son entraînement hors saison. Puis nous, à ce moment-là, il va nous en faire part, puis on veut s'assurer de bien suivre ce qui se passe, s'assurer que ça ne dégénère pas dans quelque chose de plus complexe ou quelque chose qui pourrait empiéter dans la saison qui vient. Et à ce moment-là, on va entrer en contact avec le thérapeute. Parfois, on va dans des situations des années précédentes, on va faire venir le joueur jusqu'à Montréal pour qu'on puisse l'évaluer de nos propres yeux, avec nos propres mains. Mais pour le moment, ben ça se passerait pas. On le ferait probablement en télévisuel à ce moment-là. OK. Ah, super intéressant. Et donc, oui, je vois les coachs qui nous amènent quelques questions, puis j'en reviens pas, là, il y a des gens de Chibougamau, de tous les niveaux. Encore une fois, merci d'être avec nous. Une question qui me vient en tête en vous écoutant discuter, c'est est-ce que le fait qu'on n'aura pas joué pendant 18 mois, lorsqu'on va revenir à l'entraînement, est-ce que vous, exemple, vous allez proposer, ou les gens de la physiothérapie disent « Attends une seconde, on ne peut peut-être pas faire les choses de la même façon qu'on l'aurait fait avant parce que ça fait 18 mois qu'on n'a pas travaillé de façon aussi physique, il n'y a pas de contact. » Ou vous vous dites, en longtemps qu'ils sont en santé, la condition physique va suivre? Non, je pense que, comme vous le dites, c'est bien important qu'il y ait quand même une certaine proximité dans le temps face au dernier contact physique que les joueurs ont pu avoir. Le football est particulier de ce côté-là. Ils ont beau s'entraîner en salle en ce moment ou à l'extérieur s'ils le peuvent, dépendant du climat où ils sont, de faire des poids et haltères, de peut-être courir des tracés avec des copains à leur ancienne université. Mais ça va faire, comme on le disait tout à l'heure, quand même plusieurs mois qu'ils n'auront pas été dans un contact physique typique de leurs entraînements à ce haut niveau-là ou d'un match. Alors, en équipe avec, évidemment, Danny, avec
notre coach, Harry Jones, avec les entraîneurs, avec notre personnel de préparateurs physiques, on va certainement adapter une progression, je vous dirais, lente au début. OK. Quand on pensait au printemps ou à l'été, on espérait encore avoir une saison. On faisait face à un camp d'entraînement qui allait être très court sur une période de 10 jours. Et déjà là, on avait passé plusieurs mois sans entraînement normal parce que pour certains athlètes, ils étaient dans des environnements où ils n'avaient pas accès à des gyms. Je pense à notre équipe en particulier. Ouais. Ils n'avaient pas accès à des gyms parce que les salles d'entraînement étaient fermées, comme ils le sont en ce moment dans notre province. Ouais. Donc, c'était vraiment difficile pour les athlètes de maintenir la forme. Ça aurait été difficile, encore une fois, sur une période si écourtée, que de s'entraîner de façon à revenir au jeu de façon sécuritaire, malgré toute la bonne forme physique qu'on peut penser que l'athlète a maintenue durant la saison morte. Oui, parce que c'est pas du tout la même réalité. C'est pas comme si notre sport était d'aller faire de la course à pied ou quoi que ce soit. Donc, je peux la reproduire tout seul chez moi. Au foot, la réalité n'est pas tout à fait la même. Ce qui m'amène vers la deuxième thématique que je voulais discuter avec vous. Écoutez, durant une bonne portion de l'été, quand on a connu le premier déconfinement vers la fin du printemps, on a permis à certains sports de reprendre et éventuellement au football aussi. On a joué un peu différemment, mais quand même, je regarde le football associatif, les ligues civiles ont, d'ailleurs, il y a plein de coachs qui sont avec nous présentement. On a eu des matchs, je suis allé voir quelques matchs et donc, on ne laissait pas aux officiels de toucher le ballon. Il y avait des mesures réfléchies. Puis on n'a pas entendu, il y a même eu des matchs au collégial au début de la saison, puis des matchs au scolaire. On n'a pas vraiment entendu que ça avait causé problème ou des éclosions majeures ou quoi que ce soit. Est-ce que, selon vous, c'est quand même une pratique sportive parce qu'on a un casque, on a des gants. Est-ce que, selon vous, c'est possible de jouer un match avec certaines mesures où quand même, on est quand même relativement sécuritaire? Très certainement. En fait, le problème, il n'est pas autant sur la surface de jeu que dans le locker room, dans la salle de change, dans la salle d'entraînement, dans les relations qu'on va avoir avec nos coéquipiers avant ou après le match ou avec les familles qui viennent nous voir avant ou après le match. Donc, c'est plus cette transmission-là dont on a peur. D'ailleurs, c'est de ça qu'on parle en ce moment dans notre province. C'est d'une transmission qui se fait dans les familles en ce moment. La transmission communautaire, elle se fait en milieu de travail. En l'occurrence, quand les gens travaillent proches les uns des autres, par exemple, sur une chaîne de montage. On pense à différentes industries dans la volaille en ce moment qui ont eu des éclosions. Hein? Donc, quand on est proches les uns des autres pour des longues périodes de temps et qu'on porte un masque ou non si on est contagieux, c'est là qu'on a des risques. D'entrer en contact avec un joueur à l'extérieur sur une très grande surface de jeu comme un terrain de football canadien. Ouais. Quand il y a du vent, quand il y a toutes sortes de météo qui est clémente ou non, là, est-ce que c'est ce contact-là qui va causer la transmission du virus? Je ne crois pas. Mais c'est tout l'à côté, la préparation dans la chambre des joueurs, être assis à côté de son coéquipier pendant un bon bout de temps, avant et après le match, quand on s'habille ou qu'on se déshabille puis qu'on se prépare. C'est ces environnements-là qui sont trop proches où les gens sont à risque. Surtout qu'on n'a pas une dizaine de joueurs au football, comme vous le savez, on est plusieurs. Puis là, je vais poser une question, puis on va regarder les réponses qui vont sortir. Donc, aux coachs qui ont quand même eu quelques matchs, pourriez-vous, s'il vous plaît, dans la boîte de chat cette fois-ci, juste écrire un chiffre, 2, 3, 4. Ça, là, c'est une réponse où vous dites « j'ai effectivement coaché, puis on a eu 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, ou peu importe ». Juste pour voir un peu, avec les gens qui sont là, ce n'est pas un sondage très scientifique, mais à peu près le nombre de matchs qui s'est joué avec la soixantaine de coachs qui sont avec nous présentement. Puis, moi, je peux vous dire, Dr. Lacroix, j'ai été impressionné quand on a commencé, en tout cas, à s'entraîner, incluant jusqu'au début du mois de septembre, parce qu'on a arrêté le 8 octobre ou quand on a décidé de reconfiner le tout. Moi, mon fils joue au football collégial. Ils n'ont jamais eu de match. J'allais voir les entraînements. J'étais impressionné. Tout le monde, comme vous l'avez dit, là, le football Québec avait réfléchi aux mesures. On arrivait en auto, personne n'allait au vestiaire. On se dirigeait sur le terrain. On avait des échauffements complètement différents d'habitude.
on terminait le tout, on rembarquait dans nos voitures, chacun chez soi. Donc, si on arrivait avec des mesures qui étaient, au moins, on démontre qu'il y a une distanciation sociale en dehors du terrain, vous n'êtes pas trop préoccupé par ce qui se passe sur le terrain. Ce que j'entends, c'est que le football, ça serait possible de le jouer, même si on est encore un peu en temps de pandémie et on n'a pas encore un vaccin. Bien, on a fait beaucoup de progrès depuis, je dirais, les derniers mois. Évidemment, avec la lueur d'espoir qui vient avec des vaccins que l'on espère pourrait changer la dynamique de façon drastique là, en 2021, reste que la situation est franchement différente. On va avoir, je l'espère, des tests rapides qui vont bientôt arriver, qui vont nous permettre de faire des tests, de faire des tests sur nous-mêmes, hein, à partir de la maison, des tests qui sont très peu dispendieux, qui nous permettront de décider de façon scientifique si on est à risque d'être contagieux ou non, et donc de décider si on va au travail ou si on va s'entraîner ou jouer au football. Donc ça va être déjà... Ça dépasse la vie sportive, là. Un très grand avantage. Il ne faut pas oublier que le vaccin a beau être cette lueur d'espoir-là, il y a encore énormément de travail à faire avant que le vaccin soit distribué à nos populations en santé. On a énormément de gens et il y a plusieurs étapes à franchir avant d'arriver là. Les compagnies de biotechnologie qui vont distribuer ce vaccin-là doivent maintenir une chaîne de froid, ce qui est déjà assez complexe. Les vaccins doivent être approuvés par Santé Canada, par les provinces respectives. Après ça, il faut le distribuer non seulement dans des centres qui sont gérés, je dirais, par le gouvernement, mais peut-être qu'on va être capable de le distribuer dans différents autres centres, comme les bureaux de médecins, des centres d'infirmières, des pharmacies peut-être, pour vraiment le faire de grande envergure. Ça va quand même prendre plusieurs mois avant qu'on puisse vacciner au moins de 70% de la population pour en arriver à une immunité de masse, hein, en anglais on dit herd immunity, qui va rendre le vaccin beaucoup moins propageable dans la population. Suite à ça, il faut aussi penser qu'on a un rappel du vaccin à faire, un booster, qui va venir 28 jours plus tard. Donc, on a plusieurs étapes. Ce qu'il faut faire en attendant, donc, c'est continuer comme coach de football, comme médecin sur les lignes de côté et comme joueur et tout ça, bien respecter les directives, toujours porter notre masque, hein, bien important, toujours garder notre distanciation physique si on peut le faire, si on ne peut pas avoir le masque à moins de 2 mètres, et aussi se laver les mains fréquemment et toutes les autres bonnes choses qu'on fait d'habitude, pas s'échanger les bouteilles d'eau, pas s'échanger les serviettes, des choses de base. Mais probablement que nos coachs, tant à Montréal avec l'équipe professionnelle que vous, dans toutes les régions du Québec, vous devez maintenir des bonnes, je dirais, conditions pour limiter la propagation. C'est-à-dire que quand vous allez avoir, même si on va avoir diminué peut-être, je dis toujours ça parce que c'est pas certain qu'on va avoir le vaccin nécessairement au printemps quand on va vouloir commencer, peut-être un petit peu plus tard à l'été, mais si on veut commencer puis qu'on a déjà démarré cette distribution de vaccins-là, peut-être qu'on sera capable de démarrer les choses en se distanciant comme il faut dans nos salles de rencontre, en s'assurant que nos salles de rencontre sont bien aérées, comme on veut le faire dans nos classes, dans les écoles en ce moment, en s'assurant que si quelqu'un a des symptômes, on les décèle rapidement puis qu'on les isole rapidement, le plus possible, avec les tests rapides, on espère qu'on va avoir bientôt. Donc, toutes ces bonnes mesures-là d'hygiène, de santé publique vont être maintenues. Puis en plus, on va avoir le vaccin. Donc, on a des bonnes chances que vers la fin du printemps, sinon à l'été, on va être capable de démarrer les choses de façon un peu plus normale. Et donc, tout un leg positif hein, dans tous les défis majeurs qu'on va vivre. Ben, je pense que c'est un leg positif. On a compris l'importance de certaines mesures d'hygiène qu'on va conserver par la suite, comme vous avez mentionné. Je pense que ça a conscientisé l'ensemble des sports et des gens qui travaillent parce qu'avant, on n'avait pas toujours nécessairement des mesures qui étaient hyper respectables au niveau de l'hygiène. Écoutez, je vais vous dire merci. Puis je pense que c'est inspirant à savoir que ce que j'entends un peu, c'est que vous avez une certaine confiance, vous aussi, autre que les dirigeants de la Ligue, qui pourraient entrevoir qu'en mai, juin, on pourra avoir du football dans la Ligue professionnelle au Canada. Et donc, ça serait inspirant
pour tous les jeunes joueurs de coach au Québec, même si nous, on peut encore jouer, de voir notre équipe centrale à Montréal de pouvoir jouer, ça pourrait être un beau cadeau à nous faire, ça, j'imagine. Certainement. La dernière chose que je voudrais dire, c'est pas parce qu'on a cette lueur d'espoir-là qu'on diminue notre attention. Il faut continuer de travailler très fort parce qu'on a un 4-5 mois quand même à traverser là, où il faut se serrer les coudes, puis continuer de bien suivre les directives, puis encourager nos jeunes à faire du sport le mieux qu'ils peuvent dans des circonstances qu'on comprend qui sont difficiles, mais on les encourage à maintenir le sport et les études le mieux possible. Docteur Lacroix, 24 ans, et vous prenez le temps de venir nous discuter comme ça en pleine pandémie. Je suis sûr que vous avez bien d'autres choses à faire dans vos responsabilités professionnelles. Au nom des coachs, je vous dis un grand merci d'avoir été là et je vous souhaite la meilleure des 25e saisons à venir. Vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. Au plaisir. Docteur Vincent Lacroix, l'entraîneur, le médecin officiel de l'équipe, mais qui est également entraîneur à sa façon, qui était avec nous comme deuxième invité. Et je vous présente à l'instant tout de suite notre menu de notre 5 à 7 des Alouettes. Écoute, Luc, merci d'être là. Tu as même trouvé une façon de te mettre un background parce qu'il faut être honnête, dis-le où c'est que tu nous parles présentement. Là. En ce moment, je suis dans mon garage. Je suis évidemment, premièrement, en rénovation à la maison. Donc, si même j'avais été à l'intérieur de la maison, j'aurais mis un fond d'écran parce que l'intérieur de la maison, chez nous, a l'air d'une maison de carton. On est loin d'avoir la finition d'être faite. Puis, j'ai trois jeunes garçons, puis ça court. On est dans les heures où est-ce que ça court à droite et à gauche. Puis, étant donné, encore une fois, que je suis en rénovation, il n'y a pas énormément de place dans ma maison pour aller s'isoler puis dire « Ah, OK, on va faire une conférence. » J'aurais eu, je ne sais pas s'il y a quelques entraîneurs ou si toi-même tu as vu la vidéo là, du monsieur qui faisait une entrevue vidéo puis qu'il y avait les enfants qui arrivaient par en arrière. Ses enfants. Tu as réussi ça toi aussi, les morceaux de pizza qui passent en arrière de ta tête. Puis, à ça chez nous. Bien, super. En tout cas, tu as fait un super travail parce que tu es brandé pas à peu près. Là. On voit la photo des Alouettes, tu as la casquette, tu as le chandail. Et écoute, ça me permet d'ouvrir ma première thématique que je vais mettre sur la table avec toi parce que on le sait tous, les joueurs de ligne offensifs dans une équipe de foot, il n'y a pas d'ego. C'est des gens qui sont là pour la collectivité. Ils ont une fierté très, très grande. Donc, je ne suis pas surpris de devoir porter ton logo comme ça ce soir. Et puis, la première question que je vais te demander, c'est justement l'efficacité d'une ligne offensive passe beaucoup par la synergie entre les joueurs. C'est vraiment un groupe qui se tient très, très fort. Et donc, peux-tu nous partager comment, toi, tu t'y prends pour maximiser cette synergie-là, autant dans un match que sur l'ensemble d'une saison, Luc? La synergie, tu sais, au travers d'un groupe, quand tu prends une unité unique, c'est-à-dire, mettons que je prendrais la ligne à l'attaque, la ligne défensive, l'unité de l'attaque, l'unité défensive, l'unité des unités spéciales, je trouve et j'ai considéré tout au long de ma carrière que les meilleurs entraîneurs que j'ai eus et les meilleures situations que j'ai eues en tant que joueur se sont produites lorsque la synergie était présente. Et la synergie, pour moi, se définit comme soit. Tu sais, souvent, ce qu'on appelle la synergie, c'est de dire à deux, on peut accomplir plus que si on le fait individuellement. Tu sais, on est capable de lever plus fort. Mettons, moi, je lève 150 kilos, le gars à côté de moi lève 150 kilos, on se met ensemble, on lève plus que 300 kilos, les synergies vont fonctionner. Ça se définit pourquoi, comment, c'est l'oubli de soi. Dans le groupe de la O-line, en général, tout au long des années que j'ai joué amateur jusqu'à professionnel, rarement j'ai vu des individus dire « OK, c'est à propos de moi, c'est moi, je suis la pierre angulaire, je suis le joueur important. » Ça ne fait pas partie de notre job. Notre job, c'est on veut faire le moins possible parler de nous. Parce que quand on parle d'une ligne à l'attaque dans le football, c'est parce qu'il y a trop de sacs du corps. Ouais. Ou on ne fait pas assez de verges par portée. Donc, qu'il y a une anomalie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'attaque. On manque de protection. On ne court pas assez bien avec le ballon. C'est dans ces moments-là où est-ce qu'on vient parler de la ligne à l'attaque. Oui, parce qu'au fond, on n'a pas de stats à la ligne à l'attaque. La seule qu'on a, c'est qu'on s'est fait saquer 4 fois, mais on n'a pas de statistiques positives. Exactement, exactement. Donc, c'est qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'entraîneur pour favoriser cette synergie-là? Premièrement, c'est de la communiquer, la véhiculer.
je crois que même au niveau amateur ou professionnel, si tu es capable de véhiculer initialement à tes joueurs que tu ne le fais pas pour l'argent, tu sais que c'est pas une question de reconnaissance, c'est pas une question de notoriété, c'est pas une question de popularité. Il n'y a absolument rien de ça qui importe. C'est ton amour pour le jeu, puis le vouloir pour ton organisation, pour quelque chose qui est plus grand que toi, quelque chose qui va perdurer après ta mort, quelque chose qui va être un leg. Tu sais, c'est de savoir que tu as mis l'épaule à la roue, puis que tu t'as permis à avancer dans la droite direction. C'est ça qui est important ultimement. Puis ça va toujours et éternellement rester éphémère. Tu sais, le football ne dure pas pour toujours pour quiconque. Tu sais, que tu sois entraîneur ou joueur. Bien sûr. Puis, tu sais, c'est juste de dire, j'ai participé activement et je l'ai fait de la bonne façon. Et non pour les intérêts personnels, mais juste parce que quand tu fais le saut du côté du coaching, c'est parce que tu veux enseigner ce que tu as connu, ce que tu cherches à découvrir. Tu sais, c'est l'esprit pédagogue embarque et puis tu veux véhiculer toutes tes connaissances, mais ultimement, le résultat d'équipe va provenir de quoi? Va provenir de cette synergie-là et la capacité de chacun des individus qui constituent cette équipe-là à s'oublier soi-même. Et moi, j'ai eu la chance, tu sais, regarde, quand j'ai commencé avec les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, ensuite, je suis allé avec le Rouge et Or de l'Université Laval, puis, tu sais, dans le circuit amateur, au niveau amateur, je considère que j'ai vraiment de magnifiques expériences de vie. Mais au niveau professionnel, on dit que c'est une business. Tu sais, tu arrives puis tu te dis, OK, c'est une business, c'est une business. Et ça a été long avant que je sente que ce soit une business. Ça a été extrêmement long. Puis, curieusement, quand j'ai commencé à découvrir que c'était une business, personnellement, c'est quand on a commencé à vivre des insuccès, puis qu'il y avait de plus en moins de synergie. Mes premières années avec les Alouettes, j'ai jamais considéré qu'Anthony Calvillo faisait ça pour le chèque après la game. Bel exemple. La semaine était là pour le chèque après la game. Je voyais des gens qui se dévouaient et qui mettaient des heures et des heures et des heures, qui partageaient leur passion, qui partageaient leur savoir et puis qui cherchaient à avoir le maximum de résultats au travers de chacune des parties. Puis ça a apporté les résultats que ça avait en début de carrière. C'est bien dit. Puis écoute, j'ai retenu quelque chose quand tu as commencé à me parler, quand je t'ai amené sur le chemin de la synergie. Tu m'as fait penser à quelque chose. Moi, j'ai également travaillé beaucoup dans le domaine de l'éducation. J'étais directeur d'école, donc la formation d'enseignants, puis la formation des coachs depuis des années. Puis une des choses que j'essaie de transmettre, je dis, tu peux être un super bon prof, enseignant, pédagogue, mais de l'autre côté, c'est pas parce que tu enseignes que ça apprend de l'autre côté. Puis pour qu'il y ait apprentissage pendant que j'enseigne, il faut que ça soit confortable. Il faut que l'environnement soit confortable. Et j'ai toujours ce feeling-là. Quand tu vas sur une pratique de football et tu t'approches des joueurs de ligne à l'attaque, tu sens qu'il y a un niveau, je m'excuse d'inventer un mot, là, un niveau de confortabilité. Ça travaille fort, puis il n'y a pas de niaisage, mais il me semble que c'est confortable. Donc, c'est un peu ce que j'ai senti quand tu m'as donné ta définition de synergie. Exactement. Tu sais, c'est d'aller chercher ce niveau-là de confiance, comme tu le dis, le confort. Tu sais, quand tu rentres dans une salle d'O-line puis que tu sens que le groupe est uni, tu sais, que c'est uni au travers de différentes choses. Tu sais, c'est uni au travers, ça peut être le niaisage. Tu sais, faut rire. Il n'y a aucune équipe championne qui existait sur la planète s'ils ne savaient pas rire. Il faut que tu aies des moments, puis les moments où est-ce que tu ris, que tu niaises, que tu as du plaisir, c'est des moments où est-ce qu'ils se fortifient les liens, tu sais. Sois capable de rigoler avec les boys. Puis, tu sais, c'est important que ça reste toujours éternellement une expérience positive. Positivement. T'embûches, il faut que ça reste une expérience positive. Quand tu rentres dans une salle de O-line, tu vois les gros bonhommes sont capables de rire, sont unis. Tu sais, ça peut se blaguer un à l'autre, mais en même temps, quand tu repasses devant le local, que tout le monde a son crayon dans les mains, qui regarde le film, puis qui sont prêts à travailler, qui prennent les notes, tu sais, je pense que tout le monde qui peut passer devant un local de O-line puis qui voit ça, tu pars avec la confiance. Tu sais, c'est là que tu sais, quand tu regardes ton groupe de 5 gars qui travaillent en synergie étroitement, qui travaillent ensemble, qui ont une bonne communication, le reste de l'équipe, ils n'ont pas le choix de matcher ça, essayer de surpasser ce standard-là. Bien sûr. Écoute, tu mentionnes quelque chose, puis là, je vais t'amener sur la deuxième thématique que je vais mettre sur la table. Tu sais, on veut créer cette synergie-là. C'est pas toujours juste l'affaire du coach. Puis plus on vieillit, plus on s'en rend compte, plus les niveaux sont avancés, plus les joueurs sont âgés.
plus on s'en rend compte. Il y a toujours, quelque part dans le groupe, sans être capitaine, sans être un vétéran le plus vieux de l'équipe, il y a toujours des gens qui sont un peu mentors. Écoute, moi, je te partage, on ne se connaît pas, ça ne prend pas qu'on ait une discussion comme ça, mais depuis les années où je te suis, tu regardes jouer, même quand tu étais au Rouge et Or aussi, j'ai toujours eu ce sentiment-là que tu avais un peu ce genre de rôle-là de mentorat, sans que tu te le donnes, mais ça faisait partie un peu de la réalité. Puis on a senti ça aussi, que tu avais ce genre de, en tout cas, de statut-là auprès des joueurs de ligne à l'attaque du côté des Alouettes. Est-ce que c'est le cas? Puis si c'est le cas, est-ce que tu trouves que c'est important qu'on essaie de faire la même chose chez les plus jeunes, qu'on essaie de développer à l'intérieur même des plus jeunes? Il y en a qui ont l'instinct du mentor, puis on devrait l'encourager. Bien, un rôle de mentorat, c'est un rôle de culture. C'est un rôle culturel. C'est Je considère que, tu sais, au travers les échelons que j'ai eus, tu sais, quand tu te joins à un programme, quand tu commences, tu es là pour t'imprégner des gens qui sont devant toi, tu sais, des gens qui ont fait, que ce soit quand tu commences au cégep, tu sais, les vétérans ont 2 ans de plus que toi. Après ça, tu t'en vas universitaire, le vétéran a 4 à 5 ans de plus que toi. Puis au niveau professionnel, ben, Colin, il y a 10, 12, 15, 14, 17 ans de plus que toi, le vétéran, des fois, en avant de toi. Puis ultimement, ce que tu dois comprendre en tant qu'individu, c'est qu'est-ce qui leur a permis de perdurer dans le temps. Ouais. Qu'est-ce qui calquer, modifier, mettre ça à ma sauce, puis qu'est-ce que tu veux emmener pour les autres qui vont suivre par la suite. Évidemment, quand j'ai été repêché par les Alouettes de Montréal, c'était une équipe extrêmement mature. Je me considère extrêmement privilégié. Tu sais, quand tu as Anthony Calvillo, Ben Cahoon, Brian Chu, Scott Flory, même à mon premier camp, il y avait Dave Mudge avec les Alouettes de Montréal. Après ça, Anwar Stewart, tu avais mon Dieu. Sanchez comme demi de coin. Écoute, c'était un paquet de vétérans expérimentés dans la Ligue qui avaient eu de bonnes carrières, de belles carrières. Puis l'ingrédient qu'il y avait, c'était le professionnalisme, pas dans le sens d'être un pro puis te présenter avec un complet puis tout ça. Non, non, non. C'était l'assiduité au travail, d'être un perfectionniste, de travailler chaque jour en pratique comme si c'était le match. Il n'y a rien qui se travaille à la légère. Évidemment, j'ai été aux bonnes écoles, je considère aussi, pour apprendre ça. Je considère qu'avec le Rouge et Or, on travaillait d'une très bonne façon. Les pratiques étaient bien rodées. Puis le moule Carl rouge, Brennan. quand tu te joins à l'organisation, mais la culture en soi, lorsqu'elle n'existe pas, lorsqu'elle n'est pas transmise, lorsqu'il n'y a pas de mentorat, ça fait entre guillemets, puis je ne veux pas manquer de respect à personne, mais c'est ce qu'il faut vraiment bâtir initialement. Il faut que tu bâtisses une culture avec des mentors qui vont pouvoir transmettre le message et que ça va se répliquer par la suite pour que ton programme, ton université, ton cégep ou ton équipe professionnelle puisse perdurer en termes de performance dans le temps. Parce que c'est une culture. Et si la culture se perd, elle se perd longtemps. Ouais. Et ça demande énormément d'efforts et énormément de temps pour la rebâtir. Et tu te dois de trouver des mentors. À quoi? Et tu dois identifier, tu sais, ton équipe, il faut qu'elle s'identifie à ses mentors. Des références dans les joueurs autour de toi. Exactement. Donc, moi, ce que j'ai essayé de véhiculer tout au long de ma carrière avec les Alouettes, les 10 années que j'étais là, même dans mes 2 dernières années où est-ce que je n'avais pas beaucoup de temps de jeu sur le terrain, je me pointais pas en pratique à reculons. Jamais. Je mettais mon casque, mes épaulettes, je mettais mon chandail de pratique, peu importe la situation, j'embarquais sur le terrain, puis chacune des opportunités qui m'étaient données, que c'était sur l'équipe de pratique ou quoi que ce soit, même lorsque j'ai eu ma blessure au genou droit avec un croisé antérieur, puis tout, tu sais, à 32 ans, quand tu déchires un croisé antérieur avec un collatéral interne, théoriquement, ta carrière est finie. C'est pas mal terminé. Mais lorsque je suis revenu, j'ai accepté, je suis retourné sur les unités spéciales. Tu sais, j'ai quand même fait 6-7 matchs sur kick-off return, sur le mur. Puis, tu sais, à venir, je faisais tout ce qui m'était demandé au maximum de mes capacités, avec tout le cœur, puis tout ce que j'avais, parce que je me disais, c'est quoi mon rôle? Mon rôle, c'est de faire perdurer ce que j'ai vu avant moi. C'est ça mon rôle, parce que c'est ce que je veux qui continue
Tu sais, je veux que ce soit ça qui perdure dans le temps. Je veux regarder. Le fameux flambeau des Canadiens. On passe le flambeau, mais c'est une question de joueur, ça. C'est une question de joueur. C'est pas une question de statut ou de quoi que ce soit. C'est juste de dire, dans 30 ans, si je m'assois et je regarde un match des Alouettes, je veux me reconnaître encore. Ouais. Je veux voir Anthony Calvillo, je veux voir Ben Cahoon, même si c'est pas leur nom, même si c'est pas leur couleur de peau. Je veux voir cette culture-là. Je veux voir le professionnalisme. Je veux voir l'éthique de travail. Je veux voir, parce que c'est ça notre histoire. C'est ça qu'on a vu depuis 1995-96. C'est ça qu'on a vu. C'est ça qu'on a constaté. Et c'est ça qu'il faut qu'il perdure dans le temps. C'est ça qu'il faut qu'il soit présent. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça beau. On a entendu Danny Machocha parler avant moi. Je considère qu'on a une beauté en ce moment parce qu'on a un jeune cœur qui avait une éthique de travail. Puis, c'est sûr qu'en ce moment, il parle les contrats, puis le pourcentage de joueurs qui sont sous contrat et tout. J'ai senti dans les 2 dernières années des joueurs qui étaient à Montréal, qui aiment Montréal, qui aiment les Alouettes de Montréal. J'ai pas senti des joueurs qui aiment la CFL. J'ai pas senti des joueurs qui veulent juste jouer au foot. J'ai senti des joueurs qui aiment notre équipe. Sentiment d'appartenance, même chez les pros. Qui s'aiment les uns les autres, puis qui veulent rester ici. Ouais. Et c'est fun à constater. C'était pas une équipe constituée d'un paquet de joueurs, de vétérans que tu ramènes. Des individus à droite pas à gauche. Qui ont maturé dans notre équipe et qui veulent être ici. Fait que c'est ça qui était beau. Luc, le temps file et je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas surpris de la conversation qu'on vient d'avoir puis de t'entendre. Tu parles, tu as encore la passion dans les yeux. Tout le monde l'a vu. On l'a senti dans tes propos. Puis, tu représentes, j'ai déjà parlé de ça avec Danny Machocha aussi, pour moi, ça représente ce genre de modèle-là. Tu sais, éternel positif, constructif. Donc, on voit le verre à moitié plein. On ne voit pas à moitié vide, mais attention, il est à moitié plein, puis on n'accepte pas qu'il est à moitié plein. Tout ce que tu nous as dit ce soir, c'est que c'est notre job d'essayer de le remplir. Mais on le fait avec l'attitude du fait qu'il est moitié plein. Merci, c'est inspirant la conversation qu'on a eue avec toi, Luc. Puis au plaisir de te revoir dans ton rôle de coach dans la prochaine saison. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. À très bientôt. Dis-moi que tu m'entends, Marc. J'entends. Et donc, quel timing incroyable. Notre prochain invité, on a inversé un peu les rôles, mais il n'y a pas de problème à ça parce que derrière les joueurs de ligne à l'attaque, il y a les porteurs de ballon qui viennent leur donner un coup de main sur la protection de passe et ainsi de suite. André Bolduc, salut. Salut, les mystères de l'électronique. Hein? On avait testé tantôt, tout fonctionnait. Quand tu t'es connecté, d'ailleurs, au départ, c'est ta caméra qui ne marchait pas. Oui, premier coup. Après ça, le micro a lâché, mais là, je pense que tout est correct. Sinon, écoute, il pourrait y avoir un genre de message qu'on pourrait passer à ton patron, Danny. Tu sais, des fois, peut-être un besoin d'un nouvel ordinateur ou quelque chose. Avec Rico, je suis bien servi, je te dirais. Après 7-8 ans comme coach aux Alouettes, là, on prend soin de moi. Là, je suis assez chanceux. Bien sûr, André. Écoute, j'aimerais ça aussi retourner parce que toi, tu as tout un parcours aussi. Tu as coaché à différents endroits avant de t'en venir dans les pros. Tu peux-tu prendre une petite minute puis nous faire un genre de retour en arrière puis faire juste vite un parcours professionnel dans le monde du coaching? Coaching, ça a commencé avec les Carabins en 2002. Donc, lorsque j'ai pris ma retraite avec les Alouettes, moi, j'ai eu une blessure au pied, puis je ne pouvais pas me présenter au camp d'entraînement. Et Jacques Dussault était au Carabins à ce moment-là. Ouais. Donc, j'ai accepté le poste de coordonnateur offensif. Et puis, après cette année-là, moi, j'avais eu un deuxième enfant pendant le camp d'entraînement au Carabins. Mon père était décédé aussi pendant le camp. Donc, ça a été une saison plutôt difficile pour moi. J'ai pris un peu de recul par la suite. Je suis allé coacher au Loup avec curé Antoine Labelle, enseigner le jour aussi avec un horaire plus normal. Ensuite, entraîneur-chef à Montmorency pendant 2 ans. Petite participation au Bol d'Or la première année. Et ensuite, Sherbrooke, le poste de Sherbrooke s'est ouvert ici. C'est là qu'on s'était croisés. Et puis, je suis venu ici 5 ans à Sherbrooke, entraîneur-chef, 5 saisons. Et puis, avec un an de transition entre les deux, depuis ce temps-là, je suis avec les Alouettes. Là, donc, ça fait combien d'années que tu es avec les Alouettes? Ça aurait été la 7e, donc ça va être la 8e l'année prochaine. D'accord. Puis écoute, je vais profiter de l'occasion parce que j'essaie de faire interagir les coachs qui sont avec nous. Ma prochaine question à vous, pendant que je vais continuer à jaser avec André, c'est que pourriez-vous simplement indiquer
en nombre de saisons, pour voir un peu l'expérience qu'il y a des gens qui sont dans la salle, ça fait combien de saisons que vous coachez au foot? Oubliez le fait qu'on n'a pas eu cette année, là, celle de 2019 en descendant. Essayez de faire un chiffre rond, puis mettez-nous rapidement dans la boîte de chat le nombre de saisons que vous avez coaché. Et là, il y en a déjà un qui a répondu 35. Ça monte vite. Ça monte vite. Donc, ma toute première chose que je voulais mettre sur la table avec toi, André, si tu le permets, c'est, tu sais, au fond, avec une année complète, là, sans entraînement d'équipe, là, de quelle façon, j'en ai parlé un petit peu tantôt avec Danny, mais de quelle façon on a peut-être déjà des plans? On se dit, bien, quand on va revenir, on a peut-être un genre de plan de 4 semaines, 5 semaines qui est prêt à partir. Avez-vous fait des choses comme ça? Mais honnêtement, on a eu beaucoup de temps pour réfléchir, là, comme tout le monde. Je pense qu'on a eu beaucoup de réunions, on a eu beaucoup de temps pour réévaluer tout ce qu'on fait. Et en ce moment, moi, je suis en discussion avec Coach Jones parce qu'on veut revisiter toutes les semaines de pratique, la façon qu'on pratique, la façon qu'on va aborder les matchs hors concours, parce que vous l'avez mentionné plus tôt, il va y avoir eu un segment de 18 mois où les gars n'ont pas eu de football. Donc oui, ils se sont entraînés, ils ont fait des trucs, mais on parle de niveau de jeu, là. Le football, le jeu est rapide, le jeu est physique. Si on regarde la NFL en ce moment, beaucoup de blessures, des blessures graves, des fins de saison, parce que les gars ont été laissés à eux-mêmes cet hiver. Donc, il n'y avait pas de OTAs aux États-Unis, il n'y avait pas de pratique obligatoire pendant l'hiver. Et il y a un haut pourcentage de ces gars-là qui ne se sont pas entraînés adéquatement. Donc, on ne sait pas dans quel état les gars vont arriver après 18 mois d'inactivité. Donc, il faut vraiment être intelligent dans ce qu'on va faire. Il faut réévaluer les matchs hors concours parce que les matchs hors concours, les vétérans ne jouaient pas beaucoup. On préservait les gars pour les débuts de saison, mais ils n'auront pas eu de contact pendant 18 mois. Donc, est-ce qu'on va les faire jouer un peu plus? Est-ce qu'on va les préparer? Il faut comprendre avec l'association des joueurs, on n'a pas d'épaulettes en pratique. Donc, ça arrive très, très rarement qu'on peut faire des contacts. Et l'important en début de saison, il faut plaquer en défensive. Et ça va être un gros point d'interrogation. Les équipes qui plaquent pas, pendant les 2 ou 3 premiers matchs, ils donnent des premiers essais à l'adversaire, des points, ils ont la possession de ballon qui est plus importante du côté de l'offensive, évidemment. Alors, c'est des choses qu'il faut analyser. Faut se préparer adéquatement pour ce camp d'entraînement-là qui va être vraiment important. Et l'autre aspect, c'est l'évaluation des jeunes. Parce que là, je suis en train de vous dire que peut-être qu'on va utiliser les vétérans un peu plus lors des matchs au concours, mais comment on va faire pour évaluer les jeunes à ce moment-là? Alors là, on est en train d'évaluer qu'est-ce qu'on peut faire en pratique pour évaluer ces jeunes-là, justement. Tu veux créer une synergie avec tes vétérans, ceux qui vont être partants, mais tu veux voir aussi les jeunes qui peuvent jouer et ceux qui peuvent causer des surprises. On l'a mentionné, là, on a repêché 8 gars l'année passée, 8 jeunes Canadiens. On va en repêcher 6 cette année possiblement. Donc, on a 14 gars qui vont arriver au camp, première expérience de camp. Tu veux donner la chance à ces gars-là de pouvoir s'épanouir, de faire le plus possible de choses pour rester dans l'équipe. Tu ne veux pas automatiquement les renvoyer dans leur équipe universitaire. Donc, c'est toutes des choses qu'on est en train d'évaluer en ce moment. Et comme Danny l'a dit, lors de nos rencontres, nous autres, tout le monde a le droit à son opinion. Donc, on prend l'opinion de tous. On a de l'expérience sur le staff de tout bord, tout côté. Les Américains qui sont sur notre staff sont très qualifiés. On a Todd Howard, notre coach défensif, qui a gagné un Super Bowl avec les Rams de Los Angeles. Donc, on a des gars qui ont beaucoup de bagages et on aime ça prendre du feedback de tous ces gars-là. Mettre ça ensemble dans un pot et trouver les meilleures solutions justement pour l'approche de ce camp d'entraînement-là. Mais écoute, il y a une chose que tu as dit, puis en passant, j'ai vu je ne sais pas si tu as vu les chiffres passer, André. Là, puis en passant à ceux qui ont écrit, ça fait 1 an, 2 ans ou 3 ans, je vous dis tout de suite merci. Restez, s'il vous plaît. Ne vous découragez pas que ce qu'on vit là, parce que des jeunes coachs, on va en avoir besoin des tonnes dans les prochaines années. Donc, merci de vous engager dans le coaching. Puis, il y a quand même, il faut souligner, là, Ross Lemke qui n'a pas voulu répondre à la question, puis il a fini par lui répondre. 53 saisons incroyable de foot. Donc, c'était exactement. Écoute, c'est plus longtemps que toi et moi on a vécu, ça, André, quasiment. Oui, toujours le fun jaser avec Ross. Bien sûr. Écoute, André, tu as mentionné quelque chose, puis tu m'as fait penser à quelque chose. Tu sais, par exemple, si je prends un jeune du secondaire qui passe au collégial, au football, supposons qu'il joue en secondaire 4, mais pour une raison différente, il est blessé ou il est arrêté, il ne joue pas en 5e secondaire. Il reprend au cégep, il n'est pas du tout aussi prêt que ceux qui l'auraient fait. Absolument. Je fais une extrapolation. Le joueur qui ne l'a pas joué sa dernière saison universitaire, mais il finit son université, puis là, on va le chercher et ça se pourrait-tu qu'il soit encore moins prêt
qu'ils l'ont été dans le passé? Assurément. Oui, ils vont faire des poids et haltères, ils vont avoir la force. Mais Luc, il l'a mentionné plus tôt aussi, parfois, tu arrives professionnel d'un camp, puis le gars contre toi, il a 5, 6, 7, 10 ans de plus que toi. Alors, ça, on essaie d'éviter ça, évidemment, mais ça va arriver en camp d'entraînement. Donc là, tu as un gars qui sort de l'adolescence, qui est en train de devenir un homme avec un homme qui est développé depuis des années en salle de poids, qui a de l'expérience de jeu aussi. Alors, c'est tout ça qu'il va falloir analyser. Et on parle de professionnels, on le vit à tous les niveaux au Québec. Moi, j'ai un garçon à Champlain ici qui ont pratiqué un petit peu, mais ils n'ont pas eu de saison. Mon fils à l'Université Laval, Thomas, pas de saison, donc il lance des ballons, c'est une chose, mais lire une défensive dans un match où ça va très, très vite contre des défensives coriaces, c'est une autre histoire. Alors, de se préparer pour jouer, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'au football, il y a seulement un match par semaine parce qu'il faut que tu te prépares toute la semaine pour en jouer un. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Alors, ça va être tout qu'un défi dans toutes les sphères du football au Québec l'année prochaine de justement faire attention pour la préparation, pour pas qu'il y ait de blessures parce qu'évidemment, il faut que la santé des jeunes soit au devant de tout ça. Écoute, André, je vais t'amener vers ce que le docteur Lacroix a dit tantôt. Il dit qu'il faut être encore patient. Il faut continuer à serrer les coudes parce qu'avant d'arriver au printemps, il y a des mois difficiles qui s'en viennent. Et donc, moi, en tout cas, je l'ai senti là, dans la communauté de partage que j'ai créée depuis 4 semaines, même du côté des coachs, le moral y est bas. Tu sais, le coach, normalement, dans tous les sports, c'est celui qui est solide, qui est fier, celui qui motive les autres, qui lead les autres, des personnalités fortes. Puis à sortir, on a vécu un confinement, tout est arrêté. On pensait que ça repartait, bang, ça arrête encore. Je vais te poser la question parce que moi, je t'ai toujours vu aussi comme un éternel positif. Quand ça va mal, peu importe la situation, on vit tous des problématiques. De quelle façon, toi, c'est quoi ton truc à toi pour inspirer les gens quand ça va vraiment pas bien? Parce que là, les gens ont le moral dans le talon. C'est drôle parce que je pensais à ça cet après-midi, puis c'était vraiment pas en préparation pour ça ce soir. Je trouvais que j'avais beaucoup de positifs dans ce qui est arrivé de mon côté. Donc, j'ai eu la chance de passer du temps avec la famille à la maison. J'ai réappris à connaître des trucs de mes enfants l'automne que je connaissais pas dans la routine et tout ça. J'ai utilisé ce temps-là aussi pour faire des rénaux. Je me suis remis à l'entraînement. Donc, il y a beaucoup de positifs là-dedans. Oui, j'ai pris le temps de réévaluer tout ce que je fais dans le coaching aussi, personnellement, mais aussi dans le travail en général. Tu sais, ça fait longtemps que je coach, ça fait depuis 2002, mais est-ce que je vais faire ça jusqu'à temps que j'ai 68 ans? Donc, tu as le temps de tout réévaluer ça, de prendre soin de ta famille. Moi, j'ai été dehors beaucoup, tu sais, j'ai renoué avec la nature aussi. On le fait l'automne, on pratique dehors, mais c'est pas la même chose qu'aller marcher avec sa compagne. C'est un autre game totalement. J'ai repris contact beaucoup avec les amis, avec la famille. Donc, il y a eu beaucoup de positifs dans cette pandémie-là. Je pense qu'on a pris le temps de ralentir aussi et de voir les choses qu'on aimait, de peut-être éviter les choses qu'on aime moins aussi. Et on communique beaucoup, je te dirais, au niveau du staff des Alouettes. J'ai parlé à Luc aujourd'hui, pas pour ce soir, mais pour d'autres choses. On se texte quasiment à tous les jours. Coach Jones, c'est à toutes les semaines. Danny, c'est à toutes les semaines. On a contact avec tes joueurs, André, ou pas du tout? Ah, absolument. Les gars, ça texte. J'ai des contacts avec des anciens joueurs que vous aimez beaucoup aussi, comme William Stenbach, par exemple. Donc, des joueurs comme ça. Sutton à Montréal, évidemment. Tous mes centres arrière qui sont un peu partout au Canada, là, tous des bons gars. Il y a beaucoup de Québécois là-dedans. Oui, on se texte. Je prends les nouvelles. Il y a beaucoup de gars là-dedans qui ont des enfants aussi. Avec la famille, on s'assure que tout va bien. Il y en a qui ont appliqué pour des jobs. J'ai dû faire des références, répondre à des questions pour ces gars-là, dans certains, comme en Ontario, par exemple. Donc, oui, on est en contact et c'est important de le faire parce que tout le monde vit sensiblement la même chose. Alors, moi, le message que je ferais, c'est ça. Trouver le temps de trouver des trucs positifs à travers ça avec les gens qui vous entourent. Là. Bien sûr. André, j'ai une dernière question pour toi. Le temps file rapidement. Je sais, Luc a tellement parlé. Oui, mais il a parlé, mais il était habillé en conséquence. C'est pas une surprise, Luc, c'est un passionné, il est comme ça tout le temps. Écoute, j'aimerais t'amener vers, tu sais, pendant des années... J'ai pas fini. T'as pas fini. Il est encore là.
Pendant des années, une des positions qui était toujours à saveur canadienne, c'était les centres arrière. Il y a beaucoup moins de centres arrière, même si elle existe encore, qu'on voit en tout cas de façon permanente ou plus régulière sur le terrain. Mais j'aimerais te poser la question, tu as coaché universitaire, collégial, au Québec en plus, et là chez les pros, si je te demandais quelles sont les plus grandes compétences et quelles sont les choses sur lesquelles il faut porter notre attention pour pouvoir éventuellement jouer comme porteur de ballon chez les pros? C'est une bonne question. Je te dirais qu'il y a des porteurs de ballon, si je regarde les Américains, par exemple, des porteurs de ballon qui sont capables de courir avec la balle, d'aller chercher des verges qui sont tough, il y en a des centaines. Il y en a des centaines, c'est super facile à trouver. Ceux qui sont durs à trouver, c'est les gars qui sont complets. Donc, ceux qui vont jouer un match complet, donc qui sont bons en protection. On leur demande de protéger le carrière. Et aux États-Unis, en deuxième essai, troisième essai, ils font des rotations. Alors, il y a des spécialistes. Le bac de troisième essai va entrer. Donc, les gars qui arrivent à nos camps, souvent, c'est des super bons porteurs. Ils ne sont pas capables de protéger. Alors, nous, notre défi, c'est de trouver des porteurs de ballon qui sont complets, qui peuvent jouer entre 85 et 90 snaps pendant un match. Et ça, c'est pas facile. Alors, il y en a des centaines qui sont capables de courir avec le ballon, mais lorsqu'on joue des matchs hors concours ici, nous autres, on fait le saut parce que les gars sont vraiment pas prêts à faire des protections comme on doit le faire dans les Canadiens en 3 essais, évidemment. Puis souvent, on n'a pas le temps. On n'a pas 1 mois, 2 mois, 3 mois pour les préparer à le faire. Tandis que si on regarde les backs canadiens, ils ont beaucoup moins de volume avec le ballon dans les mains, évidemment. Ils courent pas mal moins, mais sont déjà meilleurs en protection. Alors, c'est pour ça que vous remarquerez chez les Alouettes, on a toujours notre porteur américain qui est partant et souvent son backup ou les 2 backups qui vont être habillés, c'est 2 porteurs canadiens qui vont jouer sur toutes les unités spéciales. Et moi, je n'hésiterai jamais à les mettre dans le match, à les faire jouer. Vous vous souvenez Chris Samoa l'année passée. On a eu Ryder Stone qui a joué pour nous. On a le petit Murray Lawrence qui était avec nous l'année passée. Ces gars-là, moi, s'ils sont habillés, je vais leur donner des répétitions, c'est certain, parce qu'ils sont très bons en protection. C'est des gars qui sont capables de rester dans le match, que ce soit premier et 10 ou que ce soit deuxième et 8. Tu peux le laisser là sans crainte. Oui, parce que mathématiquement, tu parlais de 85 reps ou quelque chose, tu vas avoir 10 à 12 portées maximum ou en moyenne. Absolument. Là, tout le restant du temps, c'est des jeux de passe. J'ai besoin de toi, bon, à l'occasion sur des check release ou faire partie du patron de passe, mais bien souvent en protection. C'est ça. Moi, je suis un porteur de ballon qui est complet à mes yeux, c'est sûr que les mains sont inclus. S'il manque quelque chose, s'il n'est pas capable d'attraper une balle, je vais déceler ça le plus rapidement possible au camp. Je vais essayer de le travailler avec mon background de receveur, mais si on voit que c'est impossible à changer, ça va être difficile pour ces gars-là de rester dans l'équipe, évidemment. Alors, lorsqu'ils ont des bonnes mains, qui sont bons en protection, qui sont capables de porter la balle, bien, déjà, ils ont une bonne chance de rester et de nous montrer leur talent. Quel message important aux jeunes porteurs de ballon qui se disent « Écoute, moi, il faut que je sois habile pour gagner des verges. Attends une minute, les 3 facettes du jeu, bloque correctement. Absolument. Deviens un receveur, deviens un bloqueur et un porteur. Tu as 3 responsabilités à développer. S'ils pourraient le faire à un jeune âge, ça ferait toute une différence. Ou de comprendre l'importance. Les entraîneurs, ils travaillent, mais d'amener les jeunes à comprendre l'importance de ces 3 facettes-là. Tu as remarqué que je n'ai pas parlé de gabarit. Hein? Moi, qui soit 5 et 6... 180 livres ou 6 pieds 2, 220, s'il y a les qualités premières que je recherche, il va avoir une chance de participer au match hors concours et de rester dans l'équipe s'il fait son travail. Après ça, il y a l'aspect unité spéciale, mais ça, c'est autre chose. Souvent, on a des jeunes porteurs qui arrivent dans la ligue. Puis je peux te donner une anecdote là-dessus qui est vraiment drôle, si tu me donnes le temps. À mon année recrue à Ottawa en 1996, j'ai joué porteur de ballon pour les Rough Riders, puis j'ai eu quelques matchs où j'étais partant, et mon backup, c'était Sean Reed. Sean Reed, il venait de Western, il avait gagné le plus de verges au Canada, et il avait gagné le Heck Creighton. Donc, c'était le meilleur joueur universitaire au Canada l'année où on a fini ensemble, puis c'était mon backup, parce qu'il n'était pas capable de protéger, il n'était pas capable d'attraper une balle, puis il n'avavait jamais joué sur une unité spéciale. Lui, il court avec le ballon. Malheureusement, c'est un gars qui avait mal été préparé à Western. Et puis, lui, il avait de la difficulté à croire qu'il était backup d'un gars qui avait joué receveur à l'Université Concordia. Bien sûr. Super bien dit. Hey, André, super intéressant. Je veux te dire un grand merci.
Puis à toi aussi, on a bien hâte de vous retrouver parce que je pense que ça va être motivant de retrouver nos coachs, nos joueurs et nos alouettes sur le terrain en mai prochain, en cas d'entraînement. On a très hâte à ça. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci de ta présence. Et donc, le tout dernier invité, vous le voyez à l'écran avec moi, il est préparateur physique, kinésiologue. J'ai eu la chance de travailler avec lui quand j'ai travaillé un peu au Carabin Université de Montréal. Et là, on vous a préparé quelque chose de spécial. Donc, j'ai demandé à Pierre-Olivier cette semaine, quand on s'est parlé, d'avoir peut-être un peu de visuel à vous partager. On veut vous amener sur la réalité de spécifiquement comment on garde nos jeunes motivés, entraînés et sur quoi on porte notre attention, le fait qu'ils sont justement en confinement. Pierre-Olivier, merci d'être là. Salut Marc, ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Bien, super. Écoute, je viens de mettre la table, mais je vais te demander tout de suite, deuxième confinement, tout s'arrête, les jeunes passent des journées devant Zoom au lieu d'aller à l'école, particulièrement on pense aux joueurs au collégial, même les secondaires 3, 4, 5 maintenant qui alternent une journée sur deux. Et là, bien, on a besoin de les faire bouger. Eux autres qui socialisent dans leur équipe de foot constamment ont perdu ça. Comment on arrive, première des choses, quels sont les conseils généraux que tu peux nous donner ou quelles sont les stratégies que tu utilises, toi, pour les garder motivés en premier, à continuer à faire ce que tu leur proposes? Écoute, je te dirais que ça n'a pas été facile là, avec le deuxième confinement. On a vu quand même une assez bonne diminution au niveau de la motivation chez la majorité des joueurs, mais la clé, si tu veux, c'est vraiment la communication. C'est de rester en contact le plus souvent possible, de faire des communications de groupe, de leur donner des informations sur c'est quoi l'optique, c'est quoi l'approche qu'on va avoir pour les prochains mois, leur faire savoir c'est quoi nos plans, c'est quoi l'option A, c'est quoi l'option B, pour qu'il y ait tout le temps une idée de qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'ils peuvent un petit peu se préparer mentalement. Parce que le gros problème qu'on a eu au premier confinement, je te dirais, c'est vraiment l'incertitude, puis le fait de devoir changer à toutes les 2 semaines le type d'entraînement qu'on allait faire ou le message qu'on envoyait aux joueurs. Là. Fait que je te dirais, la clé, c'est vraiment la communication, puis d'être ouvert aussi qu'il y a des trucs qui sont pas nécessairement coulés dans le béton, mais on leur fait savoir qu'on a plusieurs options, dépendamment de comment la situation va évoluer. Intéressant. Conserver un contact régulier avec eux. Ben écoute, je vais te demander, sur quoi, toi, exemple, tu portes ton attention, tu essaies d'optimiser ou garder ça en maintien de certaines qualités physiques? Tu n'es pas en développement. Définitivement. Non, absolument pas. Je te dirais que c'est assez utopique de penser que dans la situation actuelle, on pourrait avoir des gains qui sont substantiels, tant au niveau de la force, vitesse ou de la puissance. L'approche qu'on a préconisée, nous, à l'Université de Montréal, c'est vraiment une approche de maintien parce que je te dirais que la majorité des joueurs n'ont pas accès à l'équipement, soit barre olympique, soit des plates, des trucs qui leur permettraient de faire des entraînements. Exactement. Il y en a quelques-uns, je te dirais, on les compte sur les doigts d'une main, peut-être 3 ou 4 là, qui ont accès à vraiment une cage à squat, des plates olympiques, des barres, tout ça, qui leur permettrait de faire un entraînement vraiment de qualité, de force. Fait que l'approche qu'on a utilisée, c'est vraiment, on a assumé que tous les joueurs n'avaient pas d'équipement. Puis la façon qu'on a prescrit les entraînements et programmé nos différentes séances, ça s'est fait avec un minimum d'équipement, soit avec des poids légers, des élastiques, tous des trucs qu'on peut retrouver facilement à la maison. Là. Possible de nous partager, exemple, un exemple d'un plan d'entraînement? On pourrait peut-être commencer avec ça. Puis quand tu disais qu'il y en a effectivement qui ont tout ce qu'il faut, moi je suis sûr que le garage à Luc, là, caché derrière, il doit avoir un paquet d'affaires d'entraînement dans son garage. Ça ne m'étonnerait absolument pas. OK. Je te laisse partager l'écran. Ce sera pas bien long. Voilà. Tu devrais avoir l'option de partage en bas. Ouais, OK, je l'ai. Parfait. Puis, attends un petit peu. Et voilà. Super. Ça fonctionne. OK. Donc, ici, ça, on a un plan, un mésocycle de puissance qu'on avait fait, je pense, si je me souviens bien, au mois de mai. L'approche qu'on a utilisée, dans le fond, là, pour tout ce qui est les exigences soit de musculation et de course, ça a été du 2-2. Oui, je peux le mettre en plein écran. Ça va nous aider. OK, super. Est-ce que c'est mieux? Oui. OK, génial. Donc, les exigences qu'on avait données aux joueurs, c'était 2 entraînements de musculation, 2 entraînements de course. La musculation a été faite de façon virtuelle par Zoom parce qu'on a quand même besoin d'un suivi. Puis la supervision, c'est quand même très important aussi là, parce que, on va être honnête, s'entraîner seul à la maison, c'est pas le même niveau d'intensité que de le faire avec une supervision directe ou avec tes collègues là, ou tes coéquipiers directement avec toi. Attends. Fait qu'on trouvait que c'était important. Je veux que tu m'expliques ça en détail. Donc,
tu dis à certaines heures, à tel soir ou tel jour, on fait tel entraînement, loguez-vous, Ouais, mets ta tablette, peu importe, moi je veux vous voir. C'est ça? exact. Oui, Tout le monde on en veut même temps. l'écran. Exactement, ouais. Puis, c'est soit moi ou Pierre-Marie Toussaint, qui est l'autre préparateur physique, qui supervisait les entraînements. C'est nous qui donnait, on faisait des exemples pour les premières semaines d'exercice, s'assurer que tout le monde comprenait. On leur montrait, c'est nous qui donnions les tempos, les temps de repos. Comme ça nous permettait de contrôler la vitesse, d'amener un petit peu plus d'intensité aussi, parce que le fait de s'entraîner à la maison, c'est sûr, les charges vont être vraiment plus petites. Mais on a besoin d'un entraînement qui est relativement intense pour aller chercher un stimulus qui est similaire à la demande physique du football. Donc, nous, ce qu'on vient faire, dans le fond, c'est avec un circuit d'entraînement et des composantes de puissance et de footing, avec des repos qui sont plus courts, bien, on est capable d'aller chercher une intensité qui est assez importante, puis d'avoir un maintien des qualités qui sont déterminantes pour la performance au niveau du football. Fait que là, ce que je Fait vois à qu'ici, l'écran, là, il n'y Ouais, a pas vas-y, dis-moi. grand-chose qui demande une salle d'entraînement. Là. Je peux, en autant que j'ai un petit peu d'équipement, je suis capable de m'organiser dans un salon, dans un sol, dans un garage. Là. Exactement. Ouais. Puis si tu vois, dans le fond, là, comme je parlais tantôt, c'est un mésocycle de puissance. Ouais. Donc, l'intention de vitesse était toujours présente pour la majorité des exercices. Puis OK. comme tu sais, là, la puissance est vraiment un déterminant de la Ouais. performance au niveau du football. Puis c'est une des qualités physiques qui va se perdre le plus rapidement possible. Donc, pour nous, Ouais. c'est important de tout le temps garder un petit peu un aspect de puissance dans la majorité de nos entraînements parce que ce qu'on veut, c'est quand les joueurs vont revenir éventuellement à un entraînement sur place, soit de football ou de musculation dans la salle, mais on veut qu'ils soient pratiquement au même niveau qu'ils étaient quand ils nous ont quittés pour qu'on puisse le plus rapidement possible réintroduire une charge d'entraînement euh, avec un niveau d'intensité égal à ce qu'on faisait avant. Parce que Pierre-Olivier, encore pire que la perte de masse musculaire, ce qui se perd encore plus vite, c'est la puissance, la force-vitesse. Exactement, ouais. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est à peu près un mésocycle sur deux, on ramenait tout le temps une composante de puissance qui était présente dans soit un ou une partie du programme. OK. Ouais, là, exemple, j'imagine que tu ne vas pas toutes les cédules en même temps. Là. Tu ne vas pas avoir une quarantaine de joueurs. Donc, tu vas avoir ta tablette ou ton ordinateur, puis tu vas les voir une dizaine là, sur ton Zoom, puis l'autre, ils vont OK, les boys, on y va. Puis tu vas même Ouais, faire des correctifs. oui, définitivement. Ouais, je leur demande tout le temps de placer. Tu sais, il y a beaucoup de gars qui vont se mettre, c'est sûr, là, c'est plus difficile, mais avant, des fois, ils se mettaient dehors dans leur garage, puis on leur demandait de placer la caméra pour que je sois capable de voir la qualité du mouvement, les encourager, leur faire des correctifs. Puis je te dirais, ça a été une adaptation, mais après une ou deux semaines, on était rendu super à l'aise, puis ça fonctionnait très, très bien là, comme concept. OK. Écoute, pendant qu'on va aller à la prochaine question, juste avant, je vous demande une dernière interaction, les coachs qui sont avec nous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, simplement répondre, soit par oui ou une petite phrase, si effectivement vous faites des choses qui sont un peu équivalentes. Vous avez un préparateur physique ou vous-même, vous les motivez en groupe à l'occasion de dire, OK, aujourd'hui, on va s'entraîner puis on va faire telle chose, tout le monde en même temps, puis on va se suivre de façon virtuelle. C'est juste possible de nous donner un peu ça dans la boîte de chat. Écoute, la prochaine question que je voudrais mettre sur la table, c'est est-ce que tu aurais même la possibilité de nous partager à quoi ça peut ressembler, un exemple, là, soit une image vidéo, quelque chose qui pourrait nous montrer comment Ouais. on s'entraîne chacun chez soi. Là. Écoute, j'ai préparé trois exercices OK? avec encore une fois la même optique de développement ou de maintien de la puissance qui peuvent être faites avec un équipement minimal, donc soit des élastiques ou des boards dans le fond pour faire des sauts. Puis il y a tout le temps une combinaison d'une qualité physique et d'un élément technique spécifique, soit une position ou un groupe de Ben, joueurs là, ça, pour c'est le cool football. parce que toi, puis moi, quand on a parlé hier, on s'est dit, tant qu'à présenter des exercices, ça serait motivant si le jeune, il sait qu'en même temps qu'il développe une qualité physique, il travaille un peu un aspect technique de sa position. Exact, ouais, c'est toujours. Puis surtout dans la situation actuelle, c'est assez difficile, des fois, la motivation. Fait que si on est capable d'optimiser puis de combiner plusieurs concepts dans un entraînement ou un exercice, c'est tout le temps gagnant, là. OK. Donc, premier exercice qu'on a ici, c'est un exercice spécifique pour les demi-défensifs ou soit corner, safety, halfback, là, peu importe, dépendamment de leur position. OK. Puis, ça s'appelle le backpedal with bands, donc course à reculons avec un élastique. La OK. qualité physique qu'on va travailler, c'est on a un travail en puissance des membres inférieurs. Donc, on a un travail concentrique, puis un travail excentrique, donc avec l'élastique qui va nous ramener vers l'avant.
Puis, ce qui est quand même intéressant avec le travail excentrique, c'est que c'est un excellent protecteur pour les blessures parce que ça permet à la personne d'améliorer sa capacité de décélération. Puis, on sait souvent qu'un athlète qui n'est pas capable d'avoir un bon contrôle moteur, quand il va faire un changement de direction à l'intérieur d'un saut, mais c'est là qu'il va avoir des désalignements au niveau des segments, puis on se met à risque de blessure au niveau des articulations. Fait que d'avoir un bon contrôle au niveau de la décélération, c'est super important. Pour l'élément technique, ben, on vient pratiquer le patron de mouvement spécifique à la course de reculons, qui est vraiment inhérent à la position de Théo, je défensive. t'arrête une seconde. Je ne sais pas si toi, tu voyais l'image, nous autres, on ne la voyait pas. Tu vois pas? Non, mais check, je l'ai. OK, Ça arrive dans une seconde. OK, parfait. Tu vas voir, c'est juste parce que là, je n'avais pas fait de play. Exact. Et Fait que là, ici, on voit l'élastique. J'ai 2 élastiques de faible résistance, un mauve et un noir, là, pour ceux qui sont familiers avec les résistances d'élastique. Avec un ancrage au sol, je viens mettre au niveau des fessiers ou des hanches. Puis, je vais de manière explosive faire un backpedal de reculons. Puis, après ça, je vais me laisser revenir vers l'avant, puis décélérer complètement jusqu'à mon arrêt avec l'élastique qui me retire vers l'avant. J'ai fait 2 répétitions, comme ça ici. Le boom, décélère, stabilise, revient et repart vers l'avant. Donc, on voit ici que c'est fait en puissance parce que c'est fait de façon avec une vitesse qui est quand même assez élevée. Je pourrais, si je veux mettre l'emphase plus sur la technique, bien, ralentir le mouvement puis travailler plus sur le positionnement des membres. Très intéressant. Et ça, encore une fois, ça s'organise un peu partout. Oui, définitivement. Avec Amazon, c'est facile d'acheter un petit kit d'élastique pour à peu près peut-être une cinquantaine de dollars. On peut facilement s'équiper puis réaliser bon nombre d'exercices avec très peu d'équipement. Super. Tu parlais de 2 exemples. Tu en as un autre pour nous? J'en ai 3, même si on a le temps. Super. On prend le temps. On prend le temps. OK, génial. Donc, deuxième exercice, on va s'en aller au niveau de la ligne offensive. Donc, c'est le band press power march. Encore une fois, avec un ancrage au sol, puis un élastique. Donc, la qualité physique qu'on va travailler, c'est le travail en puissance des membres supérieurs. Okay. On a un travail musculaire des pectoraux et des triceps initialement avec le punch. Puis, par la suite, on a un travail de stabilisation de l'épaule, qui est une région ou une articulation du corps qui est très sollicitée pour cette position-là, donc la ligne offensive. Donc, c'est super important d'avoir une épaule qui est stable pour limiter le risque de blessure. Et l'élément technique qu'on vient ajouter, c'est le travail du jeu de pied en combinaison avec le punch. Puis ça peut être modifié en fonction du jeu de course qu'on veut travailler. Là, soit c'est un pull, un lead ou de l'action que le joueur offensif ou le ligne offensive va faire pendant le jeu. Donc, on y va maintenant avec la vidéo. Okay. Encore une fois, ancrage au niveau du sol. Je vais juste le reculer un petit peu. On vient placer un bras à la fois au niveau de la poitrine avec l'élastique. C'est les 2 mêmes élastiques. On va faire un punch explosif. Donc, on a notre travail en puissance. Une fois que le punch est fait, stabilise l'épaule et on vient faire la marche vers l'avant. OK. Puis là, on peut alterner de gauche et droite. Donc, encore une fois, on a la puissance au début et la stabilisation où il y a une plus grande charge, plus on avance parce que l'élastique est de plus en plus étiré. Donc, on vient solliciter l'épaule de plus en plus. En plus, PO, tu n'as pas changé setup. Là. Ton élastique, tu es attaché à la même place. Tu n'as rien changé. Là. Exactement. Ça peut être fait aussi en partenaire avec un partenaire si on veut le faire en se déplaçant. Il y a moyen d'adapter cet exercice-là. Là. Le concept général est assez simple, puis il peut s'appliquer dans plusieurs situations. Et moi, je m'imagine un paquet de jeunes au Québec cet hiver là, qui attachent après le frigo dans la cuisine. Puis, mais je te dirais qu'on a eu certains événements qui sont arrivés dans les entraînements Zoom. On avait un exercice qu'on avait programmé, c'était un chin-up sur une porte. Puis il y a eu des portes qui ont été brisées là, pendant l'hiver. Ouais, j'imagine. Super exemple. Et donc, tu en avais un troisième. Dernier exercice et dernier qui va s'appliquer à pas mal toutes les positions skills, si on veut, le porteur de ballon, joueur offensif, retourneur ou demi-défensif au niveau d'une interception. Donc, c'est un drop, jump plus un lateral reaction jump. Donc, la qualité physique, on a encore une fois un travail de la puissance des membres inférieurs. C'est un exercice de pliométrie avec un aspect de changement de direction. Et pour ce qui est de l'élément technique, en fait, il y a une prise de décision, un aspect de réactivité, parce que là j'étais tout seul pour le filmer, mais normalement, on mettrait un entraîneur ou un préparateur physique qui donnerait une consigne au joueur, puis le joueur devrait réagir à cette consigne-là. Puis c'est ça qui va déterminer la direction dans laquelle il va aller pour le deuxième saut. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on vient simuler un petit peu une situation de match où un joueur doit réagir en fonction de qu'est-ce qu'un adversaire va faire. Donc, pour ce qui est du vidéo,
on a ici 2 boîtes, 2 box, et après ça, on a 2 petites haies. Donc, si on s'imagine à la droite qu'il y avait un préparateur physique ou un entraîneur qui donnerait la consigne du côté à sauter quand j'atterris après mon deuxième saut. Ah, OK. C'est après le saut. Exactement. Fait que le saut en profondeur, pliométrie, après ça, on dit saute à gauche, je saute à gauche. Puis si on veut augmenter la charge cognitive, ben, je peux dire, OK, ben, tu fais l'inverse de ce que je dis. Si je dis droite, tu t'en vas à gauche. Sinon, on peut faire un mouvement dans une direction, puis le but, c'est d'éviter, donc on saute. Fait que, il y a plusieurs façons d'adapter cet exercice-là, puis d'augmenter la charge cognitive et la charge physique en même temps. Oui, puis là, encore une fois, on s'imagine qu'on peut s'organiser, même si on n'a pas exactement ce matériel-là qu'on retrouve dans des salles d'entraînement. Là. Non, avec des livres, des boîtes de carton, des bancs au parc. Il suffit d'être créatif un petit peu, puis on peut facilement là, faire un entraînement qui est très de assez haut niveau d'intensité pour maintenir la puissance. Là. Bien sûr. Super intéressant. Et donc, c'est le genre de choses que justement, tu vas ramasser ta gang ou un groupe de personnes, puis tu vas en plus les coacher. Ça doit être pas mal plus motivant que de savoir qu'il faut que je le fasse de mon bord un mardi soir dans mon sol tout seul. Oui, définitivement. Puis, tu sais, l'autre aspect, c'est l'aspect de communauté, l'aspect d'esprit d'équipe aussi qui est important de garder. Fait que oui, les gars sont capables de s'entraîner à la maison. Oui, on veut qu'ils fassent un Zoom parce qu'on veut les superviser, on veut s'assurer que les entraînements sont bien faits, mais on veut se voir, on veut jaser. Tu sais, souvent, mettons, pendant l'échauffement au début, on va prendre un 5 minutes, on va checker, voir comment ça va les gars, comment ça va vos trucs, comment ça va l'école, tu sais, jaser, faire des jokes un petit peu. Comme ça nous permet d'avoir d'interaction, puis de ne pas être tout seul, puis de brouiller du noir, là, parce que je te dirais, là, ça peut tourner assez vite là, de façon négative là, au niveau de la motivation, puis la santé mentale là, de nos joueurs, là, parce que l'isolement, c'est assez important là, ces temps-ci. Là. Bien sûr. Écoute, je te dis un grand merci. C'est ce que je souhaitais, qu'on puisse amener un peu de visuel puis que les gens puissent avoir un comparable. Je sais pas, probablement tu n'as pas eu la chance. J'ai eu la chance de lire un peu en plus les commentaires qui ont été mis. Puis en passant, on enregistre la session. Puis moi, je vais conserver aussi ce qui a été mis dans les chats de part et d'autre. PO, je te remercie. On voit que tu as pris le temps d'aller faire les enregistrements toi-même parce que je pense qu'en plus d'être caméraman, c'est toi qui es le cobaye. Oui, tout. J'ai plus d'une corde à mon arc. Et à tous les participants, je vous dis merci d'avoir été là. Un grand merci surtout aux Alouettes d'avoir pris le temps d'organiser un point de contact avec les coachs. Je pense que c'est une organisation qui a toujours été proche des coachs. Avec la venue de Danny, je pense qu'on va en voir de plus en plus de ça, avec les présences de coachs québécois comme André et Luc, c'est un super bel exemple. Et bien, je dis merci à tout le monde de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, on a hâte de vous voir sur le terrain, André. Merci, Marc. Merci à toi. À bientôt. Good job, Théo. Merci, Marc. Merci pour l'organisation. Bonne soirée, tout le monde.